Rendez-vous manqué à La Ciotat. Le chantier naval repris par Bernard Tapie n'a pas rouvert ses portes comme prévu le 1er septembre. La CGT porte plainte, mais c'est un concurrent américain qui bloquerait pour l'instant le redémarrage. Le malaise de la gendarmerie. L'ancien ministre de la Défense, Charles Hernu, sur Antenne 2, prend position pour la première fois. Il n'est pas d'accord avec le ministre actuel, M. Chevènement, sur l'analyse du malaise. Document à l'appui, la rédaction d'Antenne 2 apporte ce soir la preuve que la situation en Azerbaïdjan entre la minorité arménienne et la population musulmane n'a fait que s'envenimer ces derniers mois. Les convois sont attaqués, des hommes torturés, les Arméniens forment des groupes armés d'autodéfense. Madame, Monsieur, bonsoir. Un véritable été de chien pour la Corse. Après la sécheresse et les incendies de juillet et d'août, les inondations de septembre, des pluies diluviennes se sont abattues jusqu'à ce matin de bonne heure sur la région de la Haute-Corse. Des torrents de boue ont coupé les routes, envahi des campings et des villages. Environ 600 personnes ont dû être évacuées. Ce samedi, le beau temps était revenu, accélérant la décrue, mais les prévisions météo ne sont pas fameuses. Nathalie Dolé. Après une nuit de cauchemar, voici la plaine orientale de Haute-Corse. Des milliers d'hectares de terres inondées, des cultures de kiwis et des vignes complètement détruites. 600 personnes, en majorité des touristes, ont dû être évacuées et relogées dans des écoles ou dans des cinémas de la région d'Aléria. On se demande aujourd'hui pourquoi des villages de vacances ou des campings ont obtenu l'autorisation de s'installer sur des zones inondables. En 24 heures à peine, il a plu autant qu'en un mois normal. Après la sécheresse de cet été et les nombreux incendies, les autorités craignent maintenant des éboulements et des glissements de terrain. Le préfet pourrait demander l'état de catastrophe naturelle. Les maires vont nous communiquer tous les renseignements nécessaires à présenter cette demande et si effectivement les dossiers le justifient, je ferai cette demande auprès des ministères concernés puisque vous savez que cet état de catastrophe naturelle est reconnu par une décision interministérielle. Aujourd'hui, il n'a plu que légèrement sur la Haute-Corse et si 2000 foyers restent encore privés d'électricité, la circulation a pu être rétablie. Mais les prévisions de pluie et de grêle pour demain maintiennent toujours les pompiers en alerte. Inondation en Corse, sécheresse et incendie dans une garrigue dans les Bouches-du-Rhône, à Phare-les-Oliviers. Plusieurs avions canadair se sont rendus sur place. Le feu a pris aux environs de 17 heures cet après-midi. On peut penser à des incendies criminels dans la mesure où on a enregistré 13 départs de feu dans des endroits différents. Actuellement dans cette région, le Mistral souffle à près de 50 km/h. Les chantiers navals de La Ciotat en cale sèche, en effet. Hier, 1er septembre, au terme d'un accord signé, c'était au mois de juillet dernier, entre les pouvoirs publics, le repreneur, Bernard Tapie et les syndicats, devait donc redémarrer hier. Et pourtant, hier, il ne s'est rien passé. La CGT a donc décidé de porter plainte, mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Si Bernard Tapie était absent, c'est qu'un groupe américain veut également s'installer sur place et pour l'instant, le gouvernement français n'est pas d'accord, ce qui a pour effet donc de bloquer la réouverture en attendant la décision de justice. Enquête de Patrice Velay et Alain Doubeski. Le 8 juillet dernier, les salariés des chantiers de La Ciotat explosent de joie. Le groupe Bernard Tapie est autorisé à racheter une partie du chantier pour y construire des navires de haute plaisance. L'activité débutera le 1er septembre. Or, hier, rien ne se passe. La CGT affirme ne pas comprendre. Et nous, on s'est présenté le 1er septembre au travail. Pas de repreneur, pas de patron. Nous avons assigné le groupe Tapie et le gouvernement qui n'ont pas tenu les engagements de l'accord du 8 juillet en justice. Interrogé, le groupe Tapie nous a répondu « Nous n'avions accès ni au chantier ni au matériel ». Explication, entre-temps, le groupe américano-suédois Lexmar, lui aussi candidat au rachat, a déposé plainte, estimant que les terrains attribués au groupe Tapie devaient lui revenir en vertu de la règle du plus offrant. Décision de justice mardi prochain. En attendant, il est donc juridiquement impossible d'entamer la moindre activité sur les lieux. La CGT aurait dû être au courant, estiment les pouvoirs publics. Une lettre signée Tapie expliquant tout cela lui avait été envoyée puis affichée sur le chantier. Dans cette lettre, Bernard Tapie s'engage, si la décision de justice lui est favorable, à embaucher 300 personnes avec effet rétroactif au 1er septembre. La CGT préfère la proposition Lexmar qui envisage l'embauche de 2000 personnes pour fabriquer des pétroliers. Les deux projets ne pourraient-ils pas cohabiter? Dans l'absolu, oui. Mais le gouvernement estime que la proposition Lexmar est très floue et qu'elle pourrait déboucher à terme sur un nouveau constat de faillite.
Le malaise de la gendarmerie. Un homme politique qui connaît bien le problème donne pour la première fois aujourd'hui son point de vue. Il s'agit de Charles Hernu, ancien ministre socialiste de la Défense, lui-même, faut-il le préciser, fils de gendarme. Charles Hernu ne partage pas l'analyse de l'actuel ministre Jean-Pierre Chevènement sur les raisons de ce malaise. Il le dit clairement à Bernard Pradino. Pour lui, il n'y a pas de complot et le problème ne date pas d'hier. Monsieur Hernu participait aujourd'hui aux cérémonies marquant dans sa ville de Villeurbanne le 45e anniversaire de la Libération. Pour M. Hernu, il faut un plan général de 6 ans au moins pour revaloriser la gendarmerie et l'armée. Y a-t-il un complot de la droite ou bien de la presse? Écoutez, le ministre de la Défense a fait allusion, quelque chose comme ça. S'il l'a dit, c'est que sans doute il en a des preuves. Moi, en ce qui me concerne, j'ai reçu beaucoup de lettres de gendarmes. Elles étaient signées. Je n'ai pas eu le sentiment que des formations politiques ou des médias ou des responsables politiques cherchaient à récupérer ce mouvement que l'on sentait venir. Les gendarmes parlent plus de conditions de travail que d'argent. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route en recrutant à nouveau? Il ne faut pas faire de démagogie. À mon avis, il y a besoin de 5000 postes de gendarmes. Dire qu'on créera 5000 postes de gendarmes en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas possible budgétairement. On ne sommes pas en état de le faire. Le fond du problème, je suis un peu surpris qu'on ne le voit pas, ce n'est pas la revendication salariale dont il parle. Ce n'est pas d'avoir des matériels plus performants. Ce n'est pas d'être mieux équipé. Ce n'est même pas d'avoir de meilleurs logements. Il faut le faire pour suivre l'évolution de notre société. Mais le non-dit de tout cela, c'est une revendication d'être considérés comme des hommes dans une société qui a évolué. C'est un besoin de dignité, d'être reconnu. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière. Et ça ne date pas du gouvernement Rocard, bien sûr. Ça date depuis des années. Monsieur Chevènement a-t-il bien senti venir le mouvement et le gouvernement? Comment gère-t-il cette crise? Comment voulez-vous que je me permette de juger le gouvernement? J'ai entendu tout à l'heure que M. Chirac, au moment de la passation des pouvoirs, aurait dit au Premier ministre, au ministre Rocard, faites attention à ce qui se passe dans la gendarmerie. Il ne faut pas croire que les médias ont créé le malaise. Conclusion de M. Hernu, la gendarmerie et l'armée ne doivent pas souffrir des rivalités entre les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Oui, alors qu'il ne connaissait pas encore et pour cause la déclaration de M. Charles Hernu, Jean-Pierre Chevènement, qui se trouvait aujourd'hui dans les Hautes-Alpes pour participer aux universités d'été du PS, a eu cette phrase prémonitoire en quelque sorte. J'aimerais, a-t-il dit, que le PS soutienne ceux qui sont au front. Il faisait donc allusion à lui-même. Et le nouveau directeur de la gendarmerie annonce les premières mesures qui vont immédiatement prendre effet. Exemple, le recrutement de 500 gendarmes professionnels dès le mois d'octobre 89 et rénovation des casernements, mais pas question de démilitariser la gendarmerie. Le silence est loin, vraiment loin de retomber sur les millions de morts d'Auschwitz. La polémique entre juifs et catholiques peut tourner à la crise ce soir après les déclarations faites aujourd'hui par le primat de Pologne, le cardinal Glemp. Il veut renégocier les accords qui avaient abouti à la décision de départ des carmélites du site d'Auschwitz. Monseigneur Glemp qualifie autre part de scandaleuse la requête demandant le départ de ces religieuses. Cette déclaration intervient au terme d'une semaine pendant laquelle le pape avait essayé dans la coulisse de résoudre le problème directement avec l'archevêque de Cracovie et non pas avec le chef de l'église polonaise. Ceci explique peut-être cela. Enquête Anne Gainsburger, Yann Jiquel. Ces cendres appartiennent au vide et au silence du monde. Déclaration en forme d'hommage de Monseigneur Gaillot, l'évêque d'Évreux, hier à Auschwitz, pour tenter une médiation. Apaisement que ne souhaite apparemment pas Monseigneur Glemp. Le primat de Pologne entend maintenant renégocier l'accord de Genève en février 87. Celui-ci stipulait que les carmélites quittent le camp dans les 2 ans. En mars dernier, l'épiscopat polonais ratifie l'accord. Pourtant, aujourd'hui, les 18 carmélites sont toujours là et Monseigneur Glemp renchérit. C'est un scandale de demander le départ des sœurs qui prient pour les chrétiens martyrisés. Les organisations juives s'indignent d'une telle déclaration. La Pologne a demandé que l'ensemble des camps d'Auschwitz-Birkenau soient classés dans le patrimoine mondial.
Et la base même des accords sur le patrimoine mondial, c'est qu'on ne doit pas changer la nature et la signification des lieux qui en font partie. Personne ne viendra renégocier avec quelqu'un qui renie sa propre approbation des accords. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu des millions de morts à Auschwitz et qu'il serait temps que l'Église catholique veuille bien rétablir le silence dans cet endroit où sont morts tant d'hommes, tant de femmes et tant d'enfants dont il se trouve que tous étaient juifs. Les organisations juives attendent aujourd'hui un geste du pape. Jean-Paul II a rencontré cette semaine l'archevêque de Cracovie, signataire de l'accord et dont dépend le Carmel. Le Vatican n'aurait, dit-on, pas l'intention de revenir sur l'accord et pourrait exiger sous peu le départ des carmélites. Le gouvernement américain, principal intéressé dans la lutte contre les trafiquants de drogue colombiens, a décidé dès aujourd'hui, samedi, d'expédier du matériel militaire à Bogota, principalement des avions et des hélicoptères, qui seront suivis de conseillers. Mais pour l'instant, pas question de GI sur le territoire colombien. En attendant, eh bien, la Colombie connaît toujours un climat de violence qui s'est manifesté il y a quelques heures par l'explosion d'un camion piégé dans la capitale, Bogota. Pascal Deschamps. Scène presque quotidienne désormais dans les rues de Bogota, la capitale. Un immeuble ravagé par un attentat, bilan, 1 mort et 38 blessés. La cible, le quotidien libéral El Espectador, qui soutient ouvertement le gouvernement dans sa lutte contre les trafiquants. Déjà il y a 2 ans, son directeur avait été assassiné. Scène quotidienne à Medellín, la 2e ville du pays, fief du trop célèbre cartel. Chaque nuit, des centaines de personnes sont arrêtées pour non-respect du couvre-feu. En tout, 4000 hommes des forces de sécurité patrouillent dans les rues de la ville. Mais selon le maire lui-même, il en faudrait encore beaucoup plus. C'est dans ce contexte qu'est intervenue hier soir à Washington l'annonce par le porte-parole du Pentagone des premières livraisons de matériel militaire. 2 gros porteurs C-130 ont décollé il y a quelques heures d'une base du Kentucky avec à bord des petits hélicoptères de combat et un lot de gilets pare-balles destinés aux juges menacés. À bord également des conseillers militaires chargés uniquement de former les Colombiens au maniement de ce matériel. Aucun soldat américain ne doit participer au combat, comme l'a promis le président Bush. Et pourtant, l'intervention américaine semble ne pas faire l'unanimité au sein du gouvernement colombien. Si vous voulez vraiment nous aider, a dit en substance le ministre de la Défense hier soir, commencez par ne plus consommer de cocaïne. Les terroristes irlandais de l'IRA renouent avec les attentats sur le territoire de l'Allemagne de l'Ouest contre des soldats britanniques qui y sont stationnés. À Münster, hier soir, 2 militaires anglais en civil ont été grièvement blessés par les occupants d'une voiture qui s'était arrêtée pour leur demander leur chemin à quelques mètres à peine de l'entrée de la caserne. L'IRA a officiellement revendiqué l'attentat. Heureusement, bien que très grièvement touché, la vie des 2 hommes n'est pas en danger, déclare-t-on ce soir. Au Liban, on a très nettement l'impression, après les duels d'artillerie de la nuit dernière et de ce matin, que la diplomatie a une nouvelle fois laissé la place aux tirs de canon. La Syrie et ses alliés tentent même d'ouvrir de nouveaux fronts contre les chrétiens. Patricia Coste. La pression militaire sur le réduit chrétien remonte. 3 jours de bombardements presque ininterrompus jusqu'à ce matin. Sur le littoral, bien sûr, mais aussi sur la ligne de démarcation, à Souk El Garb et devant Bikfaya. Avec, comme chaque fois, la réplique du camp chrétien sur les régions musulmanes. En l'absence de toute perspective diplomatique, les efforts de Paris et de Moscou semblent dans l'impasse. C'est de nouveau la guerre d'usure entre les 2 camps. Avec l'inlassable va-et-vient de ceux qui fuient et de ceux qui reviennent à la moindre accalmie, car la vie n'a toujours pas perdu ses droits au Liban. Quelques semaines plus exactement de silence par manque d'informations sur le différend entre la minorité arménienne d'Azerbaïdjan et la population musulmane locale n'ont pas empêché le conflit de s'envenimer, très sérieusement. Aujourd'hui à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan musulmane, plusieurs centaines de milliers d'Azéris se sont rassemblés pour réclamer le maintien de la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur la région du Karabakh à majorité arménienne. Mais sur le terrain, à la lisière des régions contestées, le face-à-face tourne maintenant à la haine déclarée entre les 2 populations et au conflit armé. Le document exceptionnel que nous vous présentons ce soir le prouve. Il a été tourné clandestinement les semaines dernières dans des villages où les Arméniens se sentent isolés et lâchés par tous,
y compris par le pouvoir central de Moscou. Commentaire de Thierry Calmette. Dans ce village du sud de l'Azerbaïdjan, les paysans arméniens travaillent la peur au ventre. Laver les peaux de mouton dans la montagne, une tâche quotidienne qui peut se transformer parfois en un danger mortel. Fin juillet, dans le hameau d'à côté, l'eau n'arrive plus. 2 hommes montent à la source, on les découvre plus tard massacrés par des Azéris d'origine turque. Les raids azéris se multiplient, 1 millier de victimes à Sumgait en février 88 et autant de morts depuis, jusqu'à aujourd'hui. Son nom, Orsepian Levon, 52 ans. Gorge tranchée, yeux arrachés. Image tournée clandestinement à l'hôpital de Stepanaket, la capitale du Haut-Karabakh, le 27 juillet dernier à 9 h du matin. De nouvelles victimes d'un raid azéri viennent d'arriver. Écoutez les rescapés, raconter des cruautés d'un autre âge. Sur nos plaies, ils ont versé une sorte de mélasse. Sur vos plaies? Oui. Ils ont versé de la mélasse et puis du sel sur nos blessures. Ils voulaient nous arroser d'essence et nous brûler. Et les miliciens, ils étaient avec vous? Ils n'ont rien essayé de faire? Ils vous ont laissé tout seul? Ils étaient bien debout près de nous et l'un des deux a dit « Allez, ça suffit les gars, vous voyez bien qu'ils sont morts. » Les Arméniens enterrent un des leurs, une victime de plus, scène de plus en plus fréquente en Azerbaïdjan. Autre danger, se déplacer. Les convois escortés se multiplient, attaqués eux aussi. Comme le 31 juillet, sur cette route entre Goris et le Haut-Karabakh. 15 miliciens soviétiques n'ont pu résister à l'attaque de 300 Azéris. Une plaque d'immatriculation arménienne signifie cible privilégiée. Perestroïka oblige, les délégués des autres républiques soviétiques rendent visite au Haut-Karabakh pour calmer les esprits, mais les Arméniens n'y croient plus. La perestroïka, il y en avait une en 1920 et ça nous a suffi. La colère succède à la résignation. À Guetachen, un village d'Azerbaïdjan, la révolte court. Les familles arméniennes vivent ici depuis le 7e siècle. Les Turcs, eux, y arrivent 5 siècles plus tard. Et Staline, en 1920, annexe l'Azerbaïdjan et en fait une république azérie avec gouvernement azéri et une culture azérie. Ici, on n'oublie pas. Notre village existait avant et il existera toujours. Ce qu'ils veulent, que le village soit rattaché au Haut-Karabakh et que le Haut-Karabakh soit rattaché à la République d'Arménie soviétique. Ils ne veulent plus être pourchassés. Après les attaques de février, les villages forment des comités d'autodéfense, clandestins bien sûr. À Moscou, le pouvoir central s'en inquiète et envoie en mars des émissaires à Guetachen. Il est venu une délégation d'Arméniens soviétiques. Je veux citer les noms si vous voulez. Mourabian, Miroyan, Siayan. Et ils nous ont plus ou moins réconfortés. Il n'y aura plus de représailles. Nous sommes organisés sans eux et quelques semaines après, c'est les Turcs qui arrivaient. Les Turcs, les Azéris, les voisins. Les deux communautés vivent dans les mêmes conditions, mais en ennemis héréditaires, apparemment irréconciliables. Nos grands-pères et nos pères nous ont appris que les Arméniens, eh bien, ce sont nos ennemis. Ce sont des chrétiens et nous sommes musulmans. Ils disent que ce sont leurs terres ici. Et ils veulent leur attachement au Karabakh. Nous, non. Le village, triplement isolé. Arméniens entourés de Turcs azéris, chrétiens contre musulmans, 3000 ans d'histoire séparée. À l'école, les enfants apprennent les exploits des héros arméniens, mais les écoliers subissent des attaques en chemin. Certains instituteurs leur enseignent aussi l'autodéfense. Pendant les représailles, nos enfants étaient terrorisés. Alors, nos enfants, dès l'âge de 10 ans, après la classe, nous leur apprenons à se défendre. Non, pas ici, dans d'autres endroits, ailleurs. Dans la montagne, ces cavaliers, les premiers groupes armés constitués en Union soviétique depuis des dizaines d'années. Armement sommaire, uniforme folklorique, comment les classer? Rebelles, guérilleros, résistants? Eux n'évoquent que l'autodéfense contre les Azéris. Professeurs, employés, paysans, ils acceptent d'être filmés à découvert car ils n'ont plus rien à perdre, disent-ils. Nous sommes ici depuis 13 siècles. Nous comptons bien y rester encore 13 siècles. Nos frères, nos sœurs de la diaspora doivent savoir que des médicaments, des vivres et des vêtements, c'est très bien. Mais que cela ne suffit pas. Il est vital qu'ils nous envoient des armes, et des armes telles que nous puissions les utiliser pour nous défendre efficacement.
Des armes pour tuer, encore. La longue indifférence de l'État soviétique envers les Arméniens d'Azerbaïdjan peut conduire à la lutte armée. Un problème brûlant pour M. Gorbatchev et sa nouvelle politique. Retour à des préoccupations de politique intérieure française, avec d'abord un sondage très favorable au Premier ministre et au Président de la République réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche entre le 28 et le 31 août. M. Mitterrand compte 50% de satisfaits contre 43 en juillet et M. Rocard 52% d'avis positifs contre 44 en juillet toujours. Université d'été des partis politiques. Dans les Hautes-Alpes, les socialistes ont été à moitié convaincus par le Premier ministre, M. Rocard, et son idée de pacte de croissance pour les Français, qui ne signifie pas simplement augmentation des salaires, mais création d'emplois et formation compatibles avec l'avance de l'économie française. Reportage de Jean-Michel Mercurol et Philippe Baron. Chahuté par les militants après sa sévérité dans l'affaire des gendarmes, Jean-Pierre Chevènement a su ce matin retourner la salle en sa faveur et conquérir son public. En revanche, le pacte de croissance révélé hier par Michel Rocard n'a pas vraiment soulevé l'enthousiasme des socialistes de Risoul. Parce que c'est le plan du gouvernement, ils le soutiendront, mais visiblement, ils en demandaient plus en matière de partage et de revalorisation des salaires. Ils demandaient plus parce qu'ils ont peur de se couper de leur base électorale en ne répondant pas assez à la demande sociale. Une inquiétude partagée au gouvernement par Michel Delbar. Si l'action gouvernementale ou l'action des socialistes collectivement est vécue comme comportant des éléments de déficit social, alors ce n'est pas l'action qui est attendue par le peuple de gauche. Ce n'est pas l'action qui est attendue par les hommes et les femmes de progrès. Et dans ce débat que nous allons avoir sur la notion de pacte de croissance, nous devons apporter la preuve à ceux dont nous recherchons le dialogue avec acharnement et volonté considérable, que notre ambition est une ambition de progrès social, même si les modalités de mise en œuvre font l'objet de débats entre nous et de progressivité, dont il faut accepter qu'elles soient éventuellement contestées. C'est un sacré chantier qui s'ouvre devant nous. Bref, à Risoul, les socialistes ont pris de la hauteur vis-à-vis du pacte de croissance. Ils attendent d'en voir les effets sur la rentrée sociale avant d'en juger le bien fondé. Université d'été des centristes du CDS à Ramatuelle, dans le Midi donc. Les centristes objets de toutes les convoitises, mais qui n'ont pu encore véritablement concrétiser aucun de leurs objectifs. Eh bien, ils ont poussé leur président, Pierre Méniory, à ambitionner un poste de Premier ministre d'une nouvelle forme de cohabitation et pourquoi pas lui invoquer un destin présidentiel. Olivier Lerner, Stéphane Mais quelle Paul. mouche a donc piqué Pierre Méniory? Il laisse pantois sur le bord de la route le président des jeunes démocrates sociaux et son trésorier. Flashback. Avec François Léotard, il scellait avant-hier un nouveau contrat de mariage. Devant des militants ébahis, Pierre Méniory est alors contraint et forcé de dévoiler ses ambitions. S'il faut un chef au centre, il sera celui-là. Il est normal que le président d'une formation politique, et c'est ce qu'attendent les jeunes, puisse être un jour Premier ministre. Alors dans quelles conditions vous rêvez d'être Premier ministre? Nous sommes en 1989. L'alternance est en 93. Moi je suis confiant. Bon, nous verrons si nous sommes les meilleurs. Je pense que nous avons la capacité d'être les meilleurs. Et vous êtes candidat à un poste de Premier ministre? Mais on n'est pas candidat à un poste de Premier ministre. C'est la base. Ce sont les jeunes qui font cet appel. Et il est normal qu'un dirigeant politique puisse assumer cette fonction. Et je pense que comme d'autres, je peux l'assumer parfaitement. Mais Pierre Méniory n'est pas seul sur la ligne de départ. Valéry Giscard d'Estaing et François Léotard revêtiraient volontiers la combinaison de plongée d'un nouveau Premier ministre de François Mitterrand. Il faudrait alors être à la tête du groupe parlementaire le plus fort. Mais contrairement à la citadelle de Saint-Tropez qui sera bientôt vendue aux enchères, Matignon n'est pas à vendre. Voilà, ne pas confondre avec le chapitre précédent. On passe maintenant au vrai cinéma avec l'ouverture du festival du film américain à Deauville. L'Amérique qui nous envahit régulièrement de ses productions, mais qui vient également régulièrement chercher son inspiration en Europe et notamment en France. Les Américains, parce qu'ils n'aiment pas les films doublés, c'est du moins la version officielle qui est fournie, on peut aussi parler de protectionnisme, eh bien ces Américains préfèrent acheter les droits d'une œuvre et la retourner. Ce fut le cas récemment pour 3 hommes et un couffin. C'est le cas en ce moment du célèbre film de Takela, Cousin-Cousine. Reportage de Claudine Munard à Los Angeles. Des fêtes de famille bien arrosées. 2 couples mariés, Tish et Larry, Tom et Maria,
un chassé-croisé entre mari et épouse, et pour finir, Maria, interprétée par Isabella Rossellini, qui choisira Tom. En allant voir le film américain Cousin, les spectateurs français auront sûrement une impression de déjà-vu. Souvenez-vous, Marie-Christine Barrault et Victor Lanoux, c'était en 1976, Cousin-Cousine, un film de Jean-Charles Taquella. Adulé en Amérique et nommé 3 fois aux Oscars, le film retraverse aujourd'hui l'Atlantique dans sa version hollywoodienne. Et pour le réalisateur de ce remake, c'est un hommage de plus rendu à l'original. Si le film français n'avait pas été un succès, s'il n'avait pas déjà été tourné, je ne pense pas que jamais cette histoire aurait pu être écrite par un scénariste américain. Ce n'est pas le genre de film que nous produisons habituellement. Et donc, vive les scénarios français et leurs audaces, mais pour qu'un film plaise au grand public américain, il faut adapter l'histoire et surtout la rendre plus morale. Dans le film original, l'adultère fait partie chaque jour de la vie de tout le monde. À la fin, les 2 amants vont au lit en présence de la famille entière le jour de Noël. Ce n'est pas le genre de choses que l'on peut faire aux États-Unis. Je veux dire, ce serait quelque chose, enfin, ce serait difficile à montrer dans un film, parce que le public ne pourrait pas l'accepter. Nous avons des principes très puritains ici. Et puis, vous savez, écoutez, on a peut-être plus d'adultère ici qu'en France. Simplement, nous ne considérons pas que ce soit une façon de vivre acceptable. Ce qui fait que dans le film, les gens sont contraints d'y faire face comme à un problème réel. Is it just me, or do you also have this uncontrollable desire to put our lips together? We can't. You're right. We can't. Pour un rôle jugé périlleux en Amérique, le réalisateur a choisi Isabella Rossellini, la seule actrice capable à ses yeux de remplacer Marie-Christine Barrault. Après un rôle torturé dans Blue Velvet, Isabella s'aventure dans un répertoire romantique plus proche de celui de sa mère, Ingrid Bergman. Ce qui m'a plu d'abord, c'était le scénario. Je trouvais que l'histoire était drôle, chaleureuse. Et puis j'éprouvais vraiment de la sympathie pour le personnage que j'avais à jouer. En fait, j'aimais déjà beaucoup la version originale, Cousin-Cousine. Les 3 remakes de films français tournés récemment à Hollywood ont très bien marché au box-office américain. Mais en France, c'est une autre affaire. 3 hommes et un bébé, adapté de 3 hommes et un couffin, n'a pas tenu longtemps en salle. Le remake des Fugitifs de Francis Weber ne sortira même pas ici. Alors, au public français de décider comment, 13 ans après, il va accueillir ses cousins d'Amérique. On ne sort pas vraiment du cinéma, ou plus exactement du vaudeville, avec ce nouveau faux départ pour le footballeur argentin Maradona ce matin à Buenos Aires. Il est allé jusqu'au pied de l'avion cette fois-ci, mais il n'y avait, paraît-il, plus de place en première. Difficile à croire cette mascarade dans la mesure où même en Argentine, je suppose, on ne prend pas son ticket d'avion au dernier moment. Mais dans cette affaire, tout est possible, même une erreur de réservation. Le vrai sport maintenant avec le départ à Southampton en Angleterre ce matin du Tour du Monde à la voile par équipe. 9 mois en mer. Francis Maroto. 23 monocoques géants au départ de Southampton ce matin pour un Tour du Monde à la voile avec 6 étapes, 61 000 km, 9 mois de navigation pour revenir justement à la case départ, Southampton, mais au printemps. Seulement, avant les bourgeons, les galères. Les mers du Sud, bien sûr, les 40e rugissants, les 50e hurlants, mais cela, ce sera pendant l'épreuve. Avant l'épreuve, déjà des problèmes. Pour l'équipage féminin, par exemple. Problème de sponsors qui semblent se défiler, mais les filles relèvent le défi. Au départ aussi, le maxi soviétique Aeroflot, une première, avec un barreur originaire de Kiev, Alexis Grishenko, qui annonce la couleur, l'objectif prioritaire, l'Admiral's Cup. Il vient donc pour apprendre. Il vient pour gagner. Alain Gabet sur le maxi Charles Jourdan. Pour Gabet, la vitesse moyenne demeure l'un des secrets de la victoire. Autre favori, Pierre Fellman, dernier vainqueur en date. Enfin, côté français toujours, un Tabarly peut en cacher un autre. Patrick, encouragé par Eric, prend également le départ sur Esprit de liberté. Conclusion, eh bien 9 mois de liberté pour tous ces équipages qui entament cette 5e édition de la Whitbread. Voilà, 9 mois donc sans jouer au tiercé. Pour gagner cet après-midi au tiercé et au quarté, eh bien, il fallait jouer le 13, le 5 et le 6, qui rapportent 4 692 francs 50.
Et pour ce qui concerne le quartet, vous allez voir les chiffres s'inscrire sur votre écran, vous rajoutez le 16 et vous gagnez un peu moins de 30 000 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après les prévisions météo, José Blanc-Lapierre. Le dernier journal, aux alentours de 23h30, vous sera présenté par Philippe Gassot. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne et je vous dis à demain 13h. Bonsoir.